Une ancienne usine électrique, pas loin du Pirée, est un endroit comme un autre pour réfléchir sur la création, la cosmogonie des dieux et la créativité des hommes. Et par où commencer? Je souhaiterais que vous commenciez peut-être par les fameuses cycladiques, qui étaient des statues qu'on coupait en morceaux avant de les mettre dans les tombeaux de ceux qu'on inhumait. Et que vous fassiez voir ces morceaux épars dans la tombe, et que, à un certain moment, vous releviez ces corps du lieu où ils avaient été posés, pour faire voir aux téléspectateurs qu'une statue, c'est toujours debout les morts. Les archéologues français qui travaillaient sur le site de Délos ont filmé eux-mêmes l'opération chirurgicale par laquelle une statue enterrée pendant 2000 ans peut être remise debout. Le négociateur, ce qui veut dire négociant mais sonne mieux, Caius Ophellius Ferrus, s'était fait immortaliser au IIe siècle avant Jésus-Christ par les sculpteurs athéniens sur le modèle de l'Hermès d'Olympie. Son immortalité avait connu des déboires. De l'enfouissement à la décapitation, pour ne rien dire des testicules recollés à la résine rose. À présent, il est parti pour une nouvelle étape d'éternité. Et si elle n'a pas pris le chemin du four à chaud, sa tête est peut-être quelque part à la recherche de son corps, comme dans les mythes. Je crois profondément aux origines funéraires de la statuaire. Je crois que la statue, c'est d'abord le corps mort, et que c'est le corps mort revenu. Vous savez sans doute que dans les carrefours, il y avait des pierres miliaires, qui représentaient parfois un Hermès un peu grossier, de telle sorte que, deuxièmement, la statue est d'abord une pierre qui marque un lieu. Qu'est-ce que ce lieu ? Un peu comme la limite d'un terrain, chez nous, est marquée par une pierre qui forme la frontière. Et donc, la statue est à la fois la mort et le lieu, mais c'est la même chose. D'où es-tu ? Je suis né à Athènes, ou je suis né dans un faubourg d'Athènes, mais qu'est-ce que ça veut dire là ? Là, ça veut dire le lieu où mes ancêtres ont été inhumés. Savoir que la statue est à la fois le mort, mais aussi le lieu où il a été enterré. Les cariatides de l'acropole à l'origine n'étaient pas des mortes. Elles auraient pu le devenir une fois corrodées par l'effroyable pollution d'Athènes. Il a fallu, elles aussi, les faire bouger pour la première fois depuis leur enfance, les arracher à l'érectéion et les remplacer par des copies. By having sand dunes all the way up and coming down to perfect the line of the grooving
and eliminating the sand around it. These are techniques that really were taught by the Egyptians. はい、行きますよ。はい。ここにちゃんと三角の屋根があってあったのがちゃんと崩れあってたら落ちちゃったわけね。トルコがいけないです。まあ攻めてきたんだけどね。 Il existait une statue de chouette sur l'acropole qui mesurait pratiquement 1 mètre de haut, donc une grosse statue de chouette. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment où elle était placée. Enfin, il y a les statues qui voyagent. En 1987, pour la première fois, une des Corées du musée de l'Acropole a été montrée au musée d'Ueno à Tokyo. Après avoir dénombré leurs rencontres frappantes, Edifort écrivait des Japonais que depuis les Grecs anciens, nul peuple ne fut en son ensemble artiste à ce degré-là. Mais attention, la surprise venait de la découverte des statues originales. Les copies, on les connaissait depuis longtemps. On était même né avec elles, on avait été éduqué par elles. Le premier profil qui apprend à parcourir la main d'un enfant japonais, ce n'est pas la courbe douce des visages de Heian, c'est cette figure par laquelle Giraudoux définit l'angle droit, qui s'obtient en prolongeant par une ligne imaginaire le nez grec jusqu'au sol grec. あのスタチューじゃなかった。よくどこの画材屋さんに行っても売ってないじゃない。でもみんな名前は知らないよ。エルメスとは知らないよ。エルメスとは知らないんだけど、だってエルメスっつってもさ、その頃誰も知らなくて、やっぱりエルメスっていう名前はなぜかみんな知ってるかというと、エルメスがあってくる日本では。上質な舌というのは、いわゆる上級志向、上質志向ということで考えてみますと、古典の新しさ、そういうものを追求していくのも伝統的な百貨店の一つの生き方でなかろうかと。新しい差を求めるために古典にもう一回焦点を当ててみました。そういう意味で原点を考えてみますと、ギリシャの彫刻にあるかなということで、これをモチーフにしたわけでございます。先生とギリシャの関わりはどういうものなんでしょうか。憧れというんでしょうか。憧れですか。L'érudit du XIXe siècle priait sur l'acropole. L'ignorant du XXe s'est recueilli dans cette ancienne usine électrique pas loin du Pirée. D'où venait cette adoration? Fallait-il qu'ils soient puissants, ces dieux grecs, pour innerver toute la planète comme un réseau d'agents secrets? Fallait-il qu'ils nous touchent au plexus même de la création? Au départ, il y a le chaos. Le chaos, c'est le vide, dans son sens originaire. Et puis, c'est aussi le chaos au sens où nous le disons. C'est-à-dire le fantastique mélange de tout, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans les philosophes présocratiques, chez Empédocle, etc. Bon. L'image des Grecs est qu'il y a un fond indicible du monde, chaotique, et que sur lequel règne une seule loi, c'est ce qu'ils appellent l'ananké, la nécessité. Bon, il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est peut-être Anaximandre qui l'a le mieux exprimé dans un fragment, où il dit que c'est de là que vient la jeunesse des êtres, vers là aussi va leur destruction, parce qu'ils doivent apparaître et disparaître les uns après les autres pour payer la rançon de leur injustice. C'est une vue profondément pessimiste. C'est une vue suivant laquelle exister, c'est déjà être injuste. N'est-ce pas? C'est ce qui fait dire à Sophocle, à la fin d'une de ses tragédies, dans le chœur qui termine, je crois que c'est l'Oedipe Apollone,
Une chose est la meilleure de toutes, ne pas être né. Et la seconde en ordre, the second best, comme on dit en anglais, c'est une fois qu'on est né, mourir le plus tôt possible. C'est ça la vue grecque. C'est un monde chaotique sur lequel règne cette nécessité et où il y a aussi, comme monde que nous vivons, un cosmos, c'est-à-dire un ordre. Mais cet ordre repose sur un désordre fondamental. Et c'est une vue qui est aussi très moderne d'un certain point de vue. Enfin, je veux dire, le mieux de la physique et de la biologie contemporaine ne peuvent qu'aller dans cette direction. Il y a toutes sortes de phénomènes aujourd'hui qui peuvent expliquer que du chaos peut provenir une sorte d'harmonie et de régularité. Et ça, c'est les dernières observations et aussi théories, aussi bien en astrophysique que dans le domaine des particules, et peut-être même dans la société, et même dans notre corps. Et c'est intéressant de voir que ces idées-là sont déjà en germe au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Et par la suite, dans la philosophie de Platon, par exemple... Alors, il parle à un moment donné de Dieu, c'est-à-dire d'un démiurge, qui n'a pas de nom, il est anonyme. Ce démiurge, ce Dieu, il a construit l'univers, donc les sociétés humaines, et puis il les lâche. Il les a construits d'une manière harmonieuse. Il les lâche pour que l'évolution continue d'une manière comme un automate. Et au bout d'un certain temps, cet automate, cette harmonie se dérègle. Elle se dérègle et quand elle se dérègle suffisamment, le Dieu reprend ça en main, il remet de l'ordre et de nouveau il lâche, et ainsi de suite. Dans un cas, lorsque l'harmonie est faite par ce Dieu, construite par ce Dieu, le temps a un sens. C'est-à-dire que l'homme naît normalement, il grandit, il devient adulte, ensuite il vieillit, il meurt, il rentre sous terre. L'autre voie, c'est lorsqu'il reprend ça en main et qu'il donne de l'harmonie, c'est à l'envers. C'est-à-dire que ceux qui étaient morts ressortent de terre et ils vont vers l'enfance. Et ils disparaissent. C'est magnifique comme image. Et Platon était comme ça un mythomane, disons, génial. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, une des solutions possibles de l'évolution de l'univers, si l'univers est expansionniste ou au contraire. C'est-à-dire si la quantité de matière est suffisante pour que l'attraction arrête l'expansion qu'on pense observer actuellement de l'univers. Si la quantité de matière est suffisante, d'énergie, alors l'expansion va s'arrêter et puis ensuite il y aura une implosion graduelle. Et c'est comme si toutes les phases étaient inversées de l'univers jusque de nouveau à une concentration maximale et à partir de laquelle, de nouveau, il y aurait une explosion, et ainsi de suite. C'est tout à fait l'image platonicienne du Dieu qui prend les choses en main. Alors, là, il y a deux idées qui sont, à mon avis, très fondamentales. C'est que l'harmonie ne peut être que divine, et c'est l'homme et l'automatisme, disons, la situation, la phase automatique de l'univers qui le dérègle. Et il n'y a pas d'autre solution que le Dieu, donc une conscience supérieure en harmonie, puisse reprendre ça pour mettre de l'ordre dedans. Alors, vous voyez que déjà la mythologie grecque conçoit la création du monde comme une explosion d'un atome. Boum! Bon, il y a le Big Bang. Mais pour l'expliquer, pour expliquer la situation, tout premiers instants de cette explosion, ils sont obligés aujourd'hui d'imaginer qu'il y avait le néant, rien. Pas le néant, qu'il n'y avait ni temps ni espace, c'est ça. Et à partir de là, tout est créé. À partir du rien. Alors là, il y a une contradiction flagrante, parce que quand on dit rien, comme chez Parménide, on ne peut pas imaginer l'existence, l'étant. Mais si on parle de l'étant, on ne peut pas imaginer le rien non plus, le non-étant. Et ça, c'est la contradiction qu'avait relevée Aristote à cette époque-là. Mais toute la science est partie là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, on se repose cette question qui rejoint le problème des artistes en particulier. Et on peut se demander à ce moment-là si lui, il crée
C'est-à-dire, s'il y a création, est-ce que cette création est susceptible d'être comprise et entendue par les autres humains? Θυμάμαι όταν είχα έρθει μαζί με τον Τάκη, τον γλύπτη, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος γλύπτης και στη Γαλλία έχει ζήσει πολλά χρόνια και έχει πολύ αναγνωριστεί. Είχαμε έρθει και είχαμε καθίσει σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Και μου έλεγε, μα κοίτα Σπύρο, είναι έργο τέχνης, δηλαδή είναι σύγχρονη τέχνη. Alors la question qui se pose pour l'artiste se pose aussi pour les autres humains. Est-ce que l'homme, en général, est un créateur ou pas? À cette question, on peut répondre donc par là. L'astrophysique qui pose cette question sur le plan de l'univers, puisque si l'univers est créé à partir de rien, ce qui est dans l'univers aussi peut se créer à partir de rien. Αυτός ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα είναι ένα από τα πρώτα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Είναι ο ατμοελεκτρικός σταθμός Φαλήρου, που άρχισε να χτίζεται το 1896. Αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δούλεψε μέχρι το 1970 και αυτός ο χώρος επιλέχτηκε από τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ για να γίνει το πολιτιστικό τους κέντρο. Όταν ήρθα εδώ σε αυτό το χώρο, ομολογώ ότι έμεινα κατάπληκτος. Κατάπληκτος πρώτα απ' όλα διότι ήμουν περιτριγυρισμένος από όλους τους εργαζόμενους που με κοιτούσαν στα μάτια για να πούνε «Να, εδώ εμείς αυτό θέλουμε και πρέπει η πολιτεία να το κάνει». Εκείνο που θέλουμε είναι να παραμείνει ένα ζωντανό κύτταρο. Να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Σίγουρα. Να είναι μια συνεχής ανταλλαγή απόψεων πάνω στην τέχνη. Et voilà tout le secret. Cette usine désaffectée pour laquelle Fouli Manelopoulos se bat comme une vraie héroïne grecque deviendrait un musée d'art moderne le plus extraordinaire des musées, où toutes les figures de la création seraient appelées à se rejoindre, où le trajet du chaos à l'œuvre serait perpétuellement accompli, sous le regard de machines monumentales qui y trôneraient comme des idoles. Idole. Idole. Ah, belle question. Idole. Oui, il faut partir du début, c'est-à-dire il faut partir du terme grec qui est eidolon. Eidolon qui est un double, un fantôme, c'est-à-dire à la fois ce que sont les morts une fois qu'ils sont morts, leurs âmes, leurs psychaï, qui sont des espèces de doubles de l'homme vivant. Petits doubles. Des petits doubles, des corpuscules, je dirais volontiers, des petits corps, qui sont aussi les images du rêve qui apparaissent sur la tête du dormeur et qui sont des choses réelles et qui sont les apparitions que les dieux envoient des mortels, c'est-à-dire toujours des fantômes. Ça, c'est le sens primitif de eidolon, un double. Et puis alors, le terme va prendre, en particulier chez Platon, un sens beaucoup plus général, qui est celui d'image. D'image, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, puisque on les voit, on les a sous le nez, ça a l'air d'être du réel, et en réalité, ça n'existe pas. C'est à la semblance des choses, ce sont des faux semblants. Eidolon est chargé de signification négative, effectivement, c'est l'image, c'est ce qui s'oppose à idea, mais la racine est la même. Et savoir, oida, ça vient effectivement, je sais parce que j'ai vu. Et donc il y a cette espèce de intime lien entre le voir et le savoir. Et d'ailleurs, quand Platon représente le corps humain, il dit que tout le corps est comme une sorte d'appareil qui permet de déplacer la tête. Et la tête est le support des yeux. Et les yeux sont quelquefois le support de l'épouvante. Le grand problème, c'est le regard de la Gorgone. La question que pose cette espèce de face monstrueuse, c'est que la voir, c'est toujours la regarder en face. Elle représente, si vous voulez, dans le divin, une puissance qu'on ne peut aborder qu'en la regardant dans les yeux, et en même temps la regarder dans les yeux, c'est être déjà mort, c'est en quelque sorte prendre sa place, c'est être changé en pierre, c'est-à-dire entrer dans un domaine où il n'y a plus ni voir,
ni transparence, ni luminosité, le monde de la nuit. C'est ça que ça veut dire. Cette espèce, la face de Gorgo, dans ses positions sur les vases, traduit figurativement cette expérience absolument bouleversante d'une puissance surnaturelle qui vous fascine et qui, en croisant son regard avec vous, en devançant toujours votre regard, vous livre à la mort. Et en même temps, elle est comme un espèce de miroir, puisque quand vous la regardez, ce que vous voyez en elle, c'est ce que vous allez devenir, une face de mort, un être monstrueux, une tête entourée de ténèbres. Il y a donc entre l'œil de Gorgo et vous, quand vous le regardez, une espèce d'échange en miroir qui fait que vous entrez fasciné dans le domaine qui est le sien et que tout d'un coup, vous vous changez vous-même en une espèce de masque d'invisibilité, une chose monstrueuse. Et l'histoire qui est contée ici, que vous connaissez tous, bien sûr, c'est l'histoire de Persée. Il y a une histoire qui va expliquer comment un héros humain, Persée, va arriver à affronter ce qui est quoi? Le chaos, la mort, le néant, l'horreur de l'impensable. Il va l'affronter et il va lui couper la tête. Et en lui coupant la tête, en s'en rendant maître, d'une certaine façon, il va faire en sorte que la terreur que cette tête et ce regard mobilisent et suscitent, cette terreur, l'homme va pouvoir la détourner, soit contre ses ennemis en la mettant sur le bouclier, soit même dans un sens qui est celui du comique et du ridicule, en faisant des visages comme celui que vous voyez là. Il y a donc une façon, à travers les images comme à travers les récits, de désarmer cette espèce d'angoisse ou d'horreur de la mort que la facialité monstrueuse exprime et que le regard manifeste, et en faisant que ce qui ne peut pas être vu devienne l'objet de beaucoup de figurations. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. La lumière leur vient d'un feu qui brûle assez loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils montrent leurs merveilles. Je vois cela. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes et des statuettes d'hommes et d'animaux. Un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Penses-tu qu'ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne? Comment pourraient-ils? S'ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Nécessairement. Qu'on détache un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser, à lever les yeux sur la lumière, il souffrira. Et si on l'arrache de sa caverne par force, si on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il distinguer une seule des choses que nous appelons vraies? Il ne le pourra pas. En 1940, Simone Weil écrivait « Les cinémas parlants ressemblent assez à cette caverne ». Ce n'était pas un compliment. Pouvait-elle accepter que cet art inférieur exerce dans la caverne même le pouvoir de nier la caverne, de désarmer la gorgone, de se nouer au fil de la création humaine et de créer finalement ses propres mythes? Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.